il faut que le procureur général, près la Cour constitutionnelle, puisse le saisir pour solliciter l'autorisation de mettre en accusation le président de la République. Et lorsque cette autorisation lui est donnée, il a le pouvoir d'instruction. C'est lui qui a la plénitude de l'action publique contre les chefs de l'État. Lorsqu'il estime que les faits sont établis, il fait une requête qu'il adresse au Congrès une fois de plus. Le président de l'Assemblée nationale et du Sénat se réunissent cette fois-là pour apprécier l'opportunité de poursuivre le président de la République. Dès lors que le Parlement apprécie, envoie ses observations au procureur général pour la Cour constitutionnelle, il peut saisir cette fois-là la Cour sur base d'une requête en fixation des dates d'audience. Et la Cour constitutionnelle seule va cette fois-là statuer pour voir oui ou non le président de la République est-il coupable. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, madame? Il ne suffit pas seulement de clamer qu'il y a violation de la Constitution, mais encore et encore, faut-il prouver qu'il y a eu une violation intentionnelle. La haute trahison suppose une violation intentionnelle de la Constitution. Donc, lorsque les juristes parlent, les juristes ont leur langage. Les droits constitutionnels, c'est une dimension du droit réservée aux initiés, madame. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut dormir, s'élever, dire non, voilà, il y a eu violation intentionnelle de la Constitution. C'est un domaine exclusif de la Cour constitutionnelle. En cas d'infraction, par exemple, la procédure de la mise en accusation est judiciaire et non parlementaire. La mise en accusation, c'est une procédure judiciaire. Mais seulement, notre Constitution veut que lorsque le procureur général entend initier des poursuites contre le chef de l'État, il puisse en informer le Parlement, les organes du Congrès, afin que ces derniers puissent lui accorder l'autorisation d'entamer les poursuites. Donc c'est en quelque sorte un mécanisme de collaboration entre les deux instances. Le procureur général prend l'initiative. Il n'y a que lui qui peut initier. Si lui n'initie pas, le Congrès ne peut rien faire. Le Congrès ne peut être mis en musique que par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Donc, dès lors que le procureur général près la Cour constitutionnelle n'a pas pris l'initiative de poursuivre le président de la République ou le Premier ministre, le Congrès ne peut rien faire. Même si c'est un Congrès 100% majoritaire en faveur d'une quelconque famille politique. Il ne peut rien faire si le procureur général n'en a pas pris l'initiative préalablement. Alors dans ce cas, vous trouvez que le président Félix-Antoine Tshisekedi va triompher? Triompher, madame, triompher, je pense qu'à ce niveau, les juristes parlent de langage de texte. Le triomphe, c'est par rapport au texte. C'est la Constitution qui triomphe. C'est la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui triomphe. Donc la procédure, elle est légale. La procédure, elle est légale. Et j'irai même plus loin pour vous dire, même les magistrats de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas prendre par eux-mêmes l'initiative de poursuivre les chefs de l'État. La loi ne leur donne aucun pouvoir de se saisir même d'office, comme cela se passe avec les juridictions ordinaires. Donc, il n'y a aucun mécanisme à ce jour qui prévoit la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle pour que même le président de la Cour constitutionnelle puisse se saisir d'office. Ça n'existe pas. Donc, si déjà les juges naturels pénals du chef de l'État
ne peut pas se saisir d'office. A fortiori les congrès, madame. C'est comme ça que je vous disais qu'à l'état actuel de notre Constitution, il est impossible d'imaginer que les congrès puissent par lui-même prendre l'initiative de mettre en accusation les chefs. Donc, c'est la Constitution qui triomphe. En fait, parler d'infraction, madame, nous avons parlé de cette question. Les constitutionnalistes avertis de ce pays nous ont éclairé davantage. Lorsque vous parlez de la haute trahison, la haute trahison n'est pas imaginaire. Vous lisez l'article 165 de la Constitution. Il vous explique clairement qu'est-ce qu'il faille entendre par haute trahison. On parle de la violation intentionnelle de la Constitution. Bien. Qui est compétent pour démontrer qu'il y a eu violation intentionnelle de la Constitution? Une seule juridiction est gardienne et protectrice de notre Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Il n'y a que la Cour constitutionnelle. Donc tout celui qui prétend qu'il y a eu violation de la Constitution, tout celui qui imagine que la Constitution n'a pas été respectée, ne peut que se référer à cette Cour, soit en interprétation, soit en contrôle de constitutionnalité des actes, soit encore par une dénonciation auprès du procureur général pour la Cour constitutionnelle si l'on imagine que la Constitution a été violée. Cette fois-là, lorsque le procureur général est saisi, il pose les actes d'instruction et s'il estime que les faits sont établis, à charge soit du président de la République, soit du Premier ministre, il s'en réfère au Congrès cette fois-là pour obtenir l'autorisation de mettre en accusation. Donc en réalité, ce n'est pas le Congrès qui met en accusation, c'est le procureur général parce qu'il a la plénitude de l'action publique contre le président de la République et le Premier ministre. Voilà la démarche. En nommant le deux juges, le président de la République a mal fait, il a violé les textes où il devait attendre normalement, comme il demande Théodore, le tirage au sort en mi-avril. Madame, nous pensons que cette question, elle est réglée par les dispositions de la loi organique qui organise le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Lorsque vous lisez l'article 34 de cette loi, si ma mémoire ne me trompe, lorsque vous lisez l'article 34 de cette loi, voilà, c'est l'article 34, il dit ceci: tout membre de la Cour ou du parquet général, tout conseiller référendaire qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visée à l'article 31 de la présente loi organique, lève l'option dans un délai de 8 jours à compter de la date de la notification de sa nomination. À défaut, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre de la Cour, du parquet général ou des conseillers référents. Voilà. Les deux juges qui sont magistrats de carrière se sont retrouvés dans une situation d'incompatibilité avec leurs fonctions au sein de l'article 31. Pourquoi? Parce qu'il a été nommé, madame, les magistrats de carrière relèvent du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature décide de promouvoir ces magistrats. Ils sont nommés présidents à la Cour de cassation. Nous avons lu leur notification. Ils reçoivent leur notification escalité, c'est-à-dire en tant que président à la Cour de cassation. Madame, l'article 34 vous dit que lorsque vous vous retrouvez dans une telle situation, vous devez faire le choix, dans les 8 jours, soit d'assumer vos nouvelles fonctions, soit de garder vos fonctions de membre de la Cour. Mais nos juges ont dépassé les délais
Et l'article 34 vous dit, au-delà de ces délais, vous êtes réputé avoir renoncé à vos fonctions au sein de la Cour constitutionnelle. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes réputé avoir renoncé à vos fonctions, il y a vacance au sein de la Cour et le chef de l'État avait bel et bien raison de pouvoir nommer de nouveaux juges en remplacement de juges qui se sont retrouvés dans la situation de l'article 34 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour. Donc le président a droit de faire ça. Il était bel et bien en droit de procéder à ces nominations parce que les deux juges se sont retrouvés dans la situation de l'article 34, incompatibilité avec les fonctions de membres de la Cour. Voilà, fidèles amis Internet, je vous rappelle que nous étions là en train de parler avec le maître Jackson Kabamba, qui est le coordinateur du mouvement citoyen Elongo Nayo, sur le sujet de la mise en accusation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, par le Congrès. Et nous sommes arrivés bel et bien à la fin. Maître Jackson Kabamba, avez-vous quelque chose à ajouter ou à retrancher? Ce que nous pouvons dire à la fin, c'est d'abord de vous remercier. Et remercier tous les amis internautes qui nous suivent.